Merci René. J'ai pris un dossier, mais je suis désolé, tu ne peux pas y aller. Dis-moi au moins où c'est, parce que comme ça, je saurai au moins où tu vas. Mais je vais aller à Paris, je vais aller à HEC Paris. C'est quoi ça, HEC Paris? Elle me dit, bon, c'est une école, tu vois, pour le business, pour les fonctions de management et tout. Je lui dis, tu prends un dossier pour moi, qu'est-ce que tu es bête, tu prends un dossier pour moi, et puis je vais aller avec toi. Il me dit, mais tu n'y penses pas. Moi, le dossier, je l'ai parce que c'est mon oncle, Jean-Pierre Fourcade, le ministre de l'époque. Je ne réalisais pas à quel point j'étais à des années-lumière. Je dis, mais pourquoi je ne peux pas aller là-bas? Déjà d'une, je ne fais pas partie de l'élite, mais alors d'origine arabe, je n'y pense pas. Et donc, si nous ne nous opposons pas à cela, nous allons tout droit vers Dickens 2.0. Et c'est déjà ce qu'on voit. À Paris, aujourd'hui, vous avez des gens en auto-entrepreneurs qui font le tour des rues pour récupérer les trottinettes électriques et ils les rechargent chez eux. Et ils sont payés à la pièce par nombre de trottinettes électriques rechargées. Et c'est leur boulot. Et donc, en plus de ça, vous avez des gens qui sont payés pour livrer des sushis à 2h du matin par -10 pour se casser la gueule en vélo quand on n'a pas envie de sortir de chez nous. Vous avez les enseignants de l'éducation nationale qui rejoignent des groupes privés comme Academia parce que leur salaire de l'éducation nationale ne suffit pas pour payer leur loyer et pour vivre. Et donc nous sommes en train de nous acheminer vraiment vers le 19e siècle sur application. Et si nous ne réagissons pas à temps, nous allons effectivement nous retrouver dans une société non pas américaine, mais je pense brésilienne, avec des favelas, des gratte-ciel, et presque rien entre les deux. Donc, effectivement, il est temps de se poser la question de la société que nous avons envie de voir, et c'est ce qui a été imaginé sur les ronds-points par les Gilets jaunes. Il ne s'agissait pas de se battre contre une taxe, mais de réinventer un monde. Et c'est l'ambition que nous devons avoir en réalité. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans un monde et d'élever mon enfant dans un monde où il faut une application pour emprunter une échelle à son voisin. Je n'ai pas envie de vivre dans un monde où il faut payer le nombre de kilomètres parcourus en stop. Et je n'ai pas envie d'une application pour rencontrer le voisin le plus proche de chez moi qui a envie de discuter quand je suis disponible pour discuter. Donc, à notre échelle, nous pouvons aussi mettre en branle le monde que nous voulons voir à venir. Déjà, en proposant à nos voisins de garder leurs enfants, de leur tenir compagnie, de faire leurs courses, en recommençant à parler à nos vieux. Donc dans ma bouche, c'est très affectueux ce terme, je le dis un petit peu à l'ancienne. Nous pouvons en réalité contrer le monde qui approche en nous remettant en question. Et encore une fois, il s'agit d'un déconditionnement. Parce que sans nous en rendre compte, nous avons été conditionnés par le monde que nous commençons à regretter, mais il nous a façonnés. Donc quand... je vais vous donner un exemple. Il y a encore 10 ans de ça, vous aviez un canapé chez vous ou une chambre d'amis, vous vous inscriviez sur Couchsurfing et vous hébergiez les gens gratuitement. Aujourd'hui, vous avez Airbnb et pour ceux qui ont lu Le Comité Invisible, nous nous sommes acheminés dans ce que le Comité Invisible appelle une économie de crevards. Rien ne doit être gratuit et la moindre chose gratuite doit être financée. Donc vous avez une place dans votre voiture, vous la financez via une application. Vous avez une chambre vide ou un canapé, vous le financez via une application. Vous avez 5 minutes de temps libre où vous êtes disponible pour réparer la toiture de votre voisin et vous pourriez vous arranger avec celui-ci pour qu'il garde vos enfants 3 jours par semaine ou pour qu'il les dépose au stade. Vous le monnayez. Et donc, si nous voulons aussi contrecarrer tout ça, il faut que nous arrivions à nous déconditionner de ce mode de vie. Bonsoir, je vais essayer de faire plus court parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment on s'y fait. D'abord, j'en ai pris effectivement pour mon grade. Je suis prof agrégé à l'université, donc voilà. Tout ce qu'il y a derrière et tout ce sentiment aussi qui fait qu'à un moment, on a l'impression de ne pas toujours servir à grand-chose. Moi, simplement, je voudrais vous poser une question. D'abord, merci à ce qu'on peut appeler aux intellectuels d'avoir ce recul et de nous ramener dans la vie et d'avoir cette analyse de ce qui est en train de se passer. Par contre, où je trouve un peu plus sombre, c'est que vous avez décrit avec une telle précision la perfection de la manipulation à laquelle sont arrivés ces gens-là, cette caste. J'ai l'impression que ça va être très très dur, quoi. C'est-à-dire que la révolution capitaliste, ils l'ont faite. L'internationale capitaliste, elle existe.
Et ils sont tellement performants, vous avez parlé des médias, vous avez parlé de la finance, ça va être très très difficile. Oui, moi ce que je voulais savoir, en fait, c'est que, bon ben voilà, maintenant ils font passer par quoi? Ils font passer par la violence, parce que les gilets jaunes sont toujours dans la rue, hein, c'est pas une qui a disparu, il y a des manifestations tous les samedis dans toutes les villes, c'est complètement écrasé, personne n'en parle, les médias n'en parlent pas. Mais tout le monde n'est pas dans la rue non plus, pourquoi le reste, enfin comment faire pour mobiliser absolument tout le monde? Et est-ce qu'il va falloir justement que cette bascule se fasse dans la violence? Mais dans la violence, c'est quand même les plus pauvres qui payent les premiers. Enfin voilà, on en est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, juste une parenthèse sur votre réaction, Rowan, sur la formation continue. Hélas, elle a été bien mise à mal par les pouvoirs successifs qui se sont succédés. Et ce qui était possible à une époque, c'est-à-dire de rejoindre des cursus d'enseignement supérieur, est de plus en plus compliqué, par exemple pour les demandeurs d'emploi. Voilà. Donc ça, c'est juste une première parenthèse. Sur l'absence d'horizon au niveau électoral, parce qu'il faut bien dire les choses, c'est-à-dire pas appeler les choses par leur nom, il y a une absence d'horizon au niveau électoral. Et moi, j'ai participé au mouvement des Gilets jaunes depuis le mois de novembre, et je m'y suis fortement impliqué, et j'ai bien vu quand même qu'on était face à une limite. La limite, c'était le nombre, c'était le rapport de force. Et là où j'ai un produit, c'est-à-dire que le système s'entretient et bien au-delà de la Macronie. C'est-à-dire que, je suis désolé, mais autant j'ai beaucoup d'admiration pour les élus locaux, etc., qui font du boulot et qui sont là, qui assument le quotidien pour notre vie, mais quid de tous ces partis qui nous ont tourné le dos, hein, et qui ne voulaient absolument pas nous voir, ou pour la plupart, il y en a eu un ou deux qui ont été correctés. Quelques associations avec attaques qui ont pris fait et cause pour les Gilets jaunes. Mais le reste, non. Et c'est pour ça que je voudrais simplement dire, est-ce que vous avez une opinion sur un horizon ou sur une structuration dans la société française qui aboutisse à une remise en cause de ce système presque féodal, des castes, et comment on peut aujourd'hui avancer face à des partis qui nous tournent le dos, à des syndicats qui ont tous, à mon avis, très peur. Je pense qu'ils ont tous très peur d'une remise en cause complète de notre système et de leur place, y compris dans ce système. Que constituerait un renversement du pouvoir existant est devenu moindre que ce qu'il vivait au quotidien, et que la possibilité de perdre un œil, de perdre une main, de passer du temps en prison, d'être condamné, était finalement moins importante que le fait de se sortir dans la rue, de se battre et de changer le système. Donc ça, c'est ma première réponse, c'est dire la difficulté aujourd'hui, elle est avant tout de continuer dans le système existant. Notre autre avantage, c'est que, encore une fois, tout cela a produit beaucoup d'incompétences et d'insuffisances qui font que ces personnes, vous l'avez bien vu, ont été violemment déstabilisées par un mouvement social qui n'était pas organisé, qui n'avait pas de capacité d'organisation particulière en puissance, et qui, tout simplement, par la force d'un ressenti commun, a fait qu'Emmanuel Macron, l'homme le plus puissant de France, un des plus puissants du monde, avait prépositionné un hélicoptère pour partir de l'Élysée, comme l'a raconté Le Point. C'est-à-dire que cette personne-là était sur le point de s'enfuir, la peur au ventre, et la seule chose qui a fait qu'il ne soit pas parti, c'est qu'on ne savait pas encore ce qu'on voulait à sa place. Et c'est là où j'en reviens. L'enjeu n'est pas de continuer une mobilisation qui nous éreinterait, qui continue, c'est-à-dire continuer coûte que coûte, alors que ça commence à nous coûter plus que ce que ça nous a apporté. Parce que les Gilets jaunes, je le dis à chaque fois, à mon avis, ont sauvé beaucoup de gens. Et elles nous ont apporté en fait une sorte de soulagement psychique et tout simplement de se rendre compte qu'on n'était pas seul, qu'il y avait en fait dans notre mal-être quelque chose qui se synchronisait avec les temps et avec des millions d'autres personnes, en tout cas des centaines de milliers d'autres personnes. Et rien que cette synchronisation et ce moment de partage que nous a offert cette mobilisation, non seulement a sauvé des personnes, mais extrêmement précieux pour l'avenir. Moi, je sais très bien que dans le reste de ma vie, je me déterminerai politiquement vis-à-vis du tiers selon la position qu'il a adoptée pendant cette crise et selon le regard qu'il a porté sur les événements
qui sont déroulées, et je saurais où trouver de la solidarité, et je saurais où me trouver, à qui porter aide, et avec qui construire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'une puissance extraordinaire. Vous ne vous rendez pas compte, en fait, de la force qui vient d'être construite et qui ne demande plus maintenant qu'à être activée. C'est-à-dire que ce rapport de proximité ne s'est pas dissous. Ce qui s'est dissous, c'est la capacité à se mobiliser activement pour aller à un endroit. C'est ce qui explique la faiblesse des mobilisations d'aujourd'hui. Mais il suffirait d'un nouveau point d'enclenchement pour qu'à nouveau basculent des personnes qui, cette fois, se connaîtront. Cette fois, auront l'expérience d'une lutte préalable, et cette fois, sauront faire le pas suivant. Est-ce que ce sera cette fois-là que nous réussirons à en provoquer la bascule? Qui sait, peut-être qu'il en faudra plusieurs. Il a fallu 10 ans pour arriver à la Commune, et la Commune, finalement, a donné naissance quelque part à un régime politique autoritaire, finalement, mais elle a constitué un événement politique fondateur. Et elle a permis d'inventer une forme politique qui reste aujourd'hui comme une référence pour des personnes tout autour de la planète. Donc, moi, l'enjeu aujourd'hui pour nous tous, en tout cas pour tous ceux qui sont mobilisés, qui souhaitent se mobiliser, encore une fois, c'est la préparation et la formation, non pas tant le forçage. Qui veut se mobiliser encore le samedi et faire des actions récurrentes, le fasse, mais qui ne se sentent pas esselés ou fragilisés parce qu'ils se retrouvent avec une masse bien moins importante qu'auparavant. Parce que ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que cette proximité et cette solidarité qu'il va trouver, il lui reviendra. Et que des personnes sont ailleurs en train de se préparer, soit pour des actions plus ponctuelles, soit tout simplement pour entrer en politique au sens noble, c'est-à-dire commencer à repenser la forme d'organisation de la société pour un moment ou un autre s'y insérer, et par elle-même cette fois, et pas en dépendant de la personne que l'on aurait choisie tous les 5 ans pour nous représenter, porter la parole entre nous. Pauvreté de la démocratie aujourd'hui, où le seul pouvoir qu'a un citoyen est de choisir qui parlera en son nom tous les années. C'est ça le seul pouvoir politique, au sens profond, que l'on a aujourd'hui en tant que citoyen. Choisir qui parlera en notre nom. Je pense qu'on est aujourd'hui en mesure de construire un régime politique qui nous permettra d'intervenir directement de façon beaucoup plus régulière pour décider de tel ou tel sujet et empêcher justement ces mécanismes d'appropriation sur l'aéroport de Paris, les privatisations, ainsi de suite. Et c'est pour ça, et là j'en reviens à l'intelligence politique des Gilets jaunes, que le référendum d'initiative citoyenne soit devenu en si peu de temps de nulle part une des revendications principales des Gilets jaunes. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que jusqu'ici, on pensait que le droit constitutionnel était réservé aux étudiants qui avaient bac plus 5 en Sciences Po ou compagnie. Et là, on a des personnes que l'on dit bêtes, que l'on dit qui ne sont pas formées, que l'on dit qui n'ont aucun rapport à la citoyenneté, à l'engagement, ainsi de suite, qui d'instinct comprennent que la façon de faire contrepoids à cette organisation en caste qu'avaient mis en place les élites politiques, c'était évidemment d'avoir une capacité d'intervention dans les affaires publiques directes, et non plus à travers des représentants, c'est-à-dire passer une nouvelle forme de régime politique à travers le référendum d'initiative citoyenne. Moi, à mon échelle, la seule chose que je peux faire, et ça me permettra de rebondir à un élément, s'il y a des personnes ici qui ont encore une ambition extraordinaire de réussite à l'intérieur du système, pour, à leur tour, utiliser ce capital pour transformer les choses, qu'elles ne se sentent pas écrasées par ce qui a été dit pendant cette conférence. C'est-à-dire qu'il y a encore 1% d'ouvriers, entre 0 et 4% d'ouvriers qui rentrent à Polytechnique, de fils d'ouvriers, pardon, qui rentrent à Polytechnique, l'ENS, l'ENA. Entre 0 et 4%. Eh bien moi, mon objectif, c'est pas d'essayer d'accroître ce chiffre, parce que c'est impossible, on n'y arrivera pas systémiquement, c'est fait pour écraser. Mais c'est que les 0 à 4% qui rentrent soient accompagnés et aient les outils pour une fois intérieure de devenir vraiment subversifs et utiliser leur position de pouvoir, non pas pour s'émanciper de leur trajectoire individuelle, mais pour redistribuer ce pouvoir. Donc on a commencé à faire ça. Moi j'ai réussi à convaincre un jeune normalien de rentrer au corps des mines, qui est donc le corps le plus puissant de France, pour en fait jouer l'infiltré, et à partir de cette position de pouvoir, commencer à faire sortir des informations et déstabiliser de l'intérieur, parce que si vous avez réussi à placer à l'intérieur de ce système des personnes qui sont là pour nous défendre, je peux vous dire que s'ils sont obligés de se retourner à droite à gauche pour savoir à qui ils peuvent faire confiance ou non, c'est en fait tout le système qui s'effondre, parce que tout leur système est basé sur le fait qu'ils filtrent, jusqu'à se retrouver dans un entre-soi pur, où ils peuvent mettre en place leur système de corruption en toute impunité, en sachant très bien que personne ne trahira, parce que tous ceux qui sont arrivés jusqu'alors sont tellement compromis d'amont que s'ils trahissaient, ils se prendraient un retour de bâton trop violent pour
pour que ce soit possible. Donc si on commence à réussir à en faire entrer quelques-uns, c'est un premier acte de subversion très important. Le deuxième acte, et j'espère réussir à recueillir les fonds suffisants pour le faire, c'est à côté de Jupiter, donc le journal que je crée, c'est créer une école qui serait une forme d'anti-Sciences Po, sans aucun critère de diplôme préalable, au cœur de Paris, parce que c'est extrêmement important pour moi de gagner cette bataille symbolique, permettre à tous les gilets jaunes et au-delà qui voudraient un moment avoir de la part des Normaniens et compagnie qu'on a repérés et qui sont engagés dans les gilets jaunes, parce qu'il y en a, d'avoir les bases en économie qu'ils voudraient, en droit, en connaissances institutionnelles, de façon à ce qu'ils puissent en propre porter cette parole au sein de l'espace public, sans avoir encore une fois à dépendre de qui que ce soit pour les représenter. Et si vous avez, alors que vous avez arrêté l'école à 15 ou 16 ans ou quoi que ce soit, des Normaniens qui commencent à vous donner les clés pour comprendre comment fonctionne à l'intérieur le système, quand vous retrouverez à BFM TV face à des députés macronistes qui ne sont pas arrivés au tiers de ce niveau d'études ou à des journalistes et compagnie, vous allez plus du tout vous sentir intimidé. Vous allez avoir la capacité à en fait les écraser dialectiquement et à ne plus subir le stigmate symbolique qui a fait que ça a été si violent, enfin que le traitement des gilets jaunes a été si violent au sein de ces espaces médiatiques entre novembre et aujourd'hui. Pourquoi c'était si violent? Parce que ces personnes-là qui aujourd'hui accaparent l'espace médiatique, les journalistes, commentateurs et compagnie, avaient un complexe de supériorité extrêmement violent par rapport aux gilets jaunes et du coup se permettaient d'être traités n'importe comment. D'autant plus que les gilets jaunes avaient plus haut de remettre en question leur position sociale. Donc il n'avait qu'un objectif, c'est de sanctionner. Donc renverser ce stigmate, et c'est à mon avis, je pense que ce qu'on fait aussi dans cette conférence, c'est redistribuer une partie de ce savoir qui théoriquement est fait pour accaparer et construire sa position sociale, et ouvrir la porte justement à une forme d'absence de censure. Maxime, Nicole, la première fois que j'ai rencontré, qui est venu à Paris, enfin la deuxième fois, j'ai décidé de lui montrer, et ça nous a été reproché parce que des photos sont sorties, donc je l'ai amené au Sénat, je l'ai amené à Normal Sud, je l'ai amené au Montana, qui est la boîte qui était la boîte la plus insupportable de Paris, où en gros, à côté du Café du Flore, au 6e arrondissement, où vont en fait les femmes qui passent finissent par vous faire peur tellement elles se ressemblent et elles sont formatées dans la similarité avec les couvertures de magazines et les hommes tous par contre depuis 45 ans, un peu benonnants en gros. Enfin il y a quelque chose d'effroyable dans cet endroit. Et ben Maxime est rentré dedans et il a vu en fait ce qui auparavant pouvait sembler écrasant ou attirant, parce qu'il y a toujours un érotisme du pouvoir et de les classes dominantes. Il y a toujours une fascination pour ces espaces qui semblent si fantasmatiques, si parfaits, vous le dites, si écrasants. Et en fait, désactiver cette fascination ou ce ressenti, lui montrer la réalité faible, fragile de ces espaces-là, c'était en fait la seule chose que je pouvais faire pour lui. Alors, évidemment, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Campagne médiatique pour essayer de nous décrédibiliser à cette aune, et en particulier en disant il défend les gilets jaunes en prenant des cafés aux fleurs. Moi, j'ai jamais pris de café aux fleurs quasiment jusqu'à la crise des gilets jaunes, mais j'ai voulu m'inscrire en fait, et j'ai donné rendez-vous à partir de ce moment-là aux journalistes systématiquement dans ce café où la pinte est à 12 € pour leur dire on ne lâchera pas ces espaces-là. Vous ne nous renverrez pas à une forme de marginalité et on va au contraire revendiquer le droit à réexister dans l'espace social que vous considérez comme légitime et à renverser ces stigmates et ces violences symboliques que vous nous infligez. Bon, ça m'a coûté pas mal d'argent, mais je pense que ça avait un sens, et je pense que c'est important de faire ce travail de démystification, parce que cette démystification, en fait, déconstruit l'appareil de pouvoir auquel on fait face et permet de redistribuer très facilement. Dans notre combat, dans notre révolution dont parlait notre orateur, il y a cette comment dire, comme une sorte comme dans la photo, avec une sorte de révélateur, le capitalisme ayant esquinté la moitié de la planète, ou la moitié de la planète entière. Et il me semble qu'en s'appuyant sur les méfaits connus et qui se révèlent de jour en jour, ne serait-ce que sur nos glaciers en Savoie, en exploitant cette image qui nous impacte aujourd'hui, on peut comment dire, s'adresser aux masses dont tu parlais tout à l'heure pour remettre en cause tout le système d'exploitation, aussi bien des énergies fossiles que de l'exploitation chimique, etc. Voilà. Je n'ai pas encore lu le livre, mais j'aurais voulu savoir comment tu l'as intégré et si tu l'as intégré dans ta réflexion. Je suis de Grenoble, correspondant des Amis des mots diplomatiques à Grenoble.
Ma question serait, que vont devenir, ou que deviennent ces fonctionnaires, hauts fonctionnaires? Par exemple, certains ont traduit par une belle phrase, maintenant les énarques privatisent, les polytechniciens des industrialistes. Voilà le système là. Voilà. Donc ma question serait justement, pourquoi avons-nous peur de parler des personnes qui mettent en place un tel système au nom de l'État, alors qu'ils sont payés par l'État pour appauvrir l'État? Donc il y a, pour moi, une ambiguïté, parce qu'on trouve ces mêmes personnes, parfois, à diriger ces sociétés qui ont été privatisées. Aujourd'hui, j'ai fait des choix de vie depuis 3 ans, c'est d'être SDF, de vivre dehors en contact avec la nature et de recréer des choses très importantes. Donc je passe tous les matins à étudier entre 3-4 heures énormément de choses, donc je connais très bien Rouen. Et ça m'a permis de réaliser, de comprendre dans quel monde on vit. Parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas encore au courant et que le manque de connaissances, en fait, on va dire généralisé, je pense est très pénalisant pour tout le monde. Et donc, pour dire, j'ai arrêté de travailler ici au 30 avril, j'ai arrêté mes comptes bancaires. Et pour une seule raison, c'est qu'on parle de tous ici de hauts fonctionnaires, de haute place, et on ne parle jamais de la place qu'on fait dans nos vies à l'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui détruit majoritairement les relations humaines. Et je pense qu'aujourd'hui, la puissance, c'est que si on arrivait aujourd'hui à être tous ensemble très solidaires, à changer nos façons de consommer, et je pense que ça aurait beaucoup plus d'impact que le vote, parce que je suis d'accord là-dessus. Pour moi, aujourd'hui, le vote ne sert plus à rien quand on voit comment ça se passe, et que notre façon de consommer est beaucoup plus importante, et que de reconstruire des liens sociaux entre nous tous, des solidaires, je pense qu'il y a énormément d'espoir. Quand j'écoute des gens comme Gunther Pauli ou Drissa Berkane, ou le biomimétisme, ou tout ça, je pense qu'il y a énormément de solutions pour avoir un monde largement meilleur. Et je voulais poser une question. J'ai arrêté de bosser, aujourd'hui j'ai tout mon temps, je veux avoir un engagement très profond. Et voilà, je suis venu ici pour te poser la question, c'est comment je peux engager au mieux, moi, limite mon intégrité physique et mentale pour essayer de faire changer les choses, parce que je pense que le monde est beau et on mérite de faire beaucoup mieux. On l'a trouvé mort, suicidé, dans sa prison à la fin de l'été. Et apparemment, dans des orgies de mineurs qu'il organisait, il y avait beaucoup de décideurs politiques, de membres du show business et compagnie. Il se trouve que cet individu possédait un appartement modeste de 3000 m², avenue Foch, dans le 16e arrondissement, au 22, au premier étage. Vous n'avez pas peur d'engagement physique, n'y allez pas seul, mais j'aimerais beaucoup voir les autorités françaises tenter de démanteler un squat organisé dans la demeure de feu ce monsieur, qui servirait justement à appuyer les gilets jaunes et ainsi de suite. J'aimerais beaucoup voir les policiers tenter de nous déloger de cet espace de 3000 m² au cœur de la capitale, du pouvoir de la capitale, à partir duquel je pense qu'on pourrait construire une base politique majeure pour provoquer la transformation dont on parle. Et j'aimerais beaucoup voir ce gouvernement avoir à se justifier sur le fait que le droit de la propriété justifie que cet être, que la protection de la propriété de cet être prime sur l'engagement qui nous permettrait de loger des SDF, de créer une école, de créer un journal, d'assister des personnes qui sont en difficulté, et ainsi de suite. Donc si vous arrivez à vous embrancher à d'autres personnes, un groupe de personnes qui auraient le même courage que vous, à trouver des personnes qui pourraient s'engager, si vous n'y arrivez pas, je pense que je vais essayer de lancer un appel de toute façon de cet ordre-là. Il y aura peut-être des points de contact qui se créeront. C'est ça qui me vient, qui pourrait justement poser les bases de quelque chose de nouveau à partir des cendres ignobles du précédent. Pour répondre rapidement sur la question de l'écologie, je me souviendrai toujours de ce titre d'article dans Le Monde qui était « Faut-il
détruire la démocratie pour sauver le climat. Alors je ne pense pas que c'était le terme détruire, mais c'était faut-il abandonner la démocratie pour sauver le climat. Extraordinaire. Bon, on avait oublié que la Chine était un pays écologiste comme la Russie et ainsi de suite. On voit comment nos élites fonctionnent. L'article, évidemment, était dans la suite de l'abandon de la taxe carburant, qui était censé montrer à quel point le peuple bête et consumériste ne supportait pas qu'on l'empêche de consommer et du coup était prêt à s'opposer aux questions écologiques. Aucune politique écologique suffisamment radicale pour faire face à la crise à laquelle on est en train d'être confronté ne pourra se déployer sans un immense consentement de la part des populations. Et la seule façon de créer du consentement au sein des populations, c'est que ces politiques viennent de ces populations elles-mêmes et que dès lors on s'inscrive dans un régime beaucoup plus démocratique que l'existant. Toute politique publique écologique qui sera imposée du haut, comme l'a été la taxe carbone, sera nécessairement considérée comme suspicieuse et visant à servir un certain nombre d'intérêts plutôt qu'une politique écologique. Donc en fait, la réforme du système politique institutionnel français est le préalable, et européen, est le préalable à la mise en place d'une politique écologique suffisamment radicale, selon moi, pour répondre à cette urgence. Et les deux sont évidemment liés. Et juste sur la question du pillage par les hauts fonctionnaires, excusez-moi, mais Emmanuel Macron, on parle d'Emmanuel Macron, mais qui est Emmanuel Macron si ce n'est un haut fonctionnaire qui décide de monnayer ses réseaux de hauts fonctionnaires pour partir chez Rothschild et gagner 3 millions d'euros. Et on a essayé de nous présenter cet homme comme étant de gauche quand même. C'est-à-dire que déjà, l'envie de gagner 3 millions d'euros en 2 ans, et ensuite le fait de piller les ressources que l'État vous attribuait, un carnet d'adresses, un accès au fonctionnement intérieur pour le vendre à une banque d'affaires et pouvoir se construire son destin anomique à soi en dehors du monde. Le pillage de ces hauts fonctionnaires, c'est une des clés de ce que je raconte dans Crépuscule et notamment dans la podcast que je décris. C'est évidemment quelque chose qui m'a amené, le 1er mai, ça a beaucoup fait rire dans l'establishment, j'espère que ça va vraiment rire à l'avenir, à vouloir créer un tribunal qui permettrait de juger ceux qui sont rendus coupables des principaux pillages des ressources publiques dans le seul but d'accroître leur patrimoine en propre. Et ces personnes-là sont nombreuses, elles sont identifiées, parce qu'elles font ça assez ouvert, parce qu'aujourd'hui, c'est source de valorisation. Le fait d'avoir provoqué un certain nombre de privatisations qui vous permettraient d'augmenter votre position sociale, c'est pas du tout sanctionné dans le Petit Paris. Ça vous permet, quand vous appelez Denis Oliven, de vous marier à une grande top modèle comme Inès de la Fressange et avoir des enfants, dont 3 seront normaliens. C'est quand même incroyable d'avoir 3 enfants normaliens. Il y a 100 élèves qui rentrent chaque année à Normal. Enfin, il y a un moment où il faut quand même se poser des questions, quoi. Et voilà, on a une phase en fait de pillage, et je vais finir de répondre là-dessus, mais qui a commencé en gros de façon particulièrement sous Balladur, en 93, avec Nicolas Bazire et notamment Jean-Marie Messier, qui est service notamment de Nicolas Sarkozy. Et à partir de là, c'est enclenché dans ce pays une bascule où les privatisations coûtaient trop aux fonctionnaires pour être encore rentables, comme une logique permanente. Et c'est pour ça que Chirac n'a pas fait. Et que depuis, jusqu'à Macron, une sorte de calme qui s'est instauré à ce niveau-là, relatif. Sarkozy a fait des siennes, et Villepin aussi avec des autoroutes, tout simplement pour une raison, les hauts fonctionnaires ne trouvaient plus d'intérêt à ces privatisations parce qu'ils ne trouvaient de moins en moins où se recaser. C'est-à-dire que leur fonction sociale se dégradait à mesure que les ressources d'État se dégradaient. Donc on s'est retrouvé dans cette tension où vous vous retrouviez avec des hauts fonctionnaires qui avaient fait l'ENA pour avoir une position sociale, etc., et qu'on ne savait plus où mettre. On a commencé à réduire les promotions de l'ENA, mais ça ne suffisait pas. Et donc, à un moment, il y a eu une sorte de retenue, et qui a explosé à nouveau avec la Macronie, qui vise en fait à achever ce système. Et vous comprenez maintenant pourquoi Macron veut supprimer l'ENA. Pour mener à bout ce système où il n'y aurait plus de place à donner à ces individus-là, il n'y aurait plus besoin de leur attribuer des places, et non pas, évidemment, pour mettre fin à ce système oligarchique qu'on décrit depuis tout à l'heure. Justement, et c'est là où j'en reviens à la question méritocratique, dans sa première intervention publique à Sciences Po, il tente de faire un exposé de philo sur l'Europe d'un point de vue conceptuel, et c'est une bouillabaisse extraordinaire, quoi. Et là, je me dis, merde, il y a quand même un problème, parce que ça faisait 1 an que tout le monde nous présentait dans les petits paris comme la nouvelle coqueluche, l'être le plus brillant, et je me disais, double problème, il n'est pas bon, triple problème, il n'est pas de gauche du tout, il cite que des auteurs de droite, Aron, Tocqueville, Constant, donc je me dis quand même, ils sont pas à ce point incultes, enfin, ils savent que quelqu'un qui parle de ces auteurs est de droite. Et troisièmement, est-ce que ça veut dire qu'ils sont devenus si bêtes, là-haut, qu'ils ne se rendent même pas compte que cet homme est bête aussi? C'est-à-dire qu'il arrive à les arnaquer, et en fait, c'est
C'est ce qui s'est passé, il a réussi à séduire des personnes qui étaient encore moins intelligentes que lui, jusqu'à se hisser au plus haut niveau du pouvoir. Donc, dans ce contre-Macron, en juillet 2017, j'écris quelque chose qui était assez radical et assez délirant à l'époque. Je dis, le macronisme prend les atours d'une nouvelle forme de fascisme. Je peux vous dire que la réaction au sein du Petit Paris a été sympathique. On m'a vraiment pris pour un déluré. Un an après, on a 10 000 arrestations de personnes qui manifestaient, on a 25 personnes qui ont perdu une main, un œil ou autre, on a eu 600 qui ont été condamnés à des peines de prison ferme, 3 000 qui ont été blessés, des scènes comme celle de Marc Lajolie, que je n'oublierai jamais, des centaines de lycéens agenouillés par des policiers, puis filmés agenouillés pour les humilier. Où est la violence politique? Et donc, deuxième réponse, à système constant, la surenchère répressive, autoritaire, fascisante ne va faire que continuer. Parce qu'à système constant, qu'est-ce qu'on a? On a un homme politique dont toutes les politiques ne font qu'une chose, c'est renforcer le vote Le Pen, parce qu'elle parie sur l'individualisme, la dévastation en fait de tous les liens sociaux qui existent encore dans la société, et donc l'isolement, et donc le désespoir, et donc une recherche de refuge dans une politique close, fermée, avec des boucs émissaires et ainsi de suite, qui va se retrouver face à cette Marine Le Pen. Et Dieu sait qui gagnera en 2022. Et si M. Macron gagne cette fois, non pas avec 65%, mais avec 55 ou 53%, est-ce que vous croyez vraiment que le Front National va se satisfaire d'avoir 2 députés, de n'avoir aucune position de pouvoir? C'est eux qui vont provoquer la violence politique, c'est eux qui vont provoquer le coup d'État à ce moment-là. C'est un système constant qu'on va vers là-bas. Donc préparez-vous justement à produire et provoquer et construire une alternative avant que ça vous tombe dessus. Et la seule alternative, encore une fois, elle n'est pas dans un espace institutionnel sclérosé, dans lequel il vous est impossible d'exister politiquement, médiatiquement, sans en fait faire des concessions telles à l'establishment que vous perdez toute capacité à vous offrir au bien commun. Regardez la façon dont François Ruffin a dilué son discours lorsqu'il a dû présenter son ouvrage ce pays que tu ne connais pas au sein des médias. Regardez la façon dont il en parlait avant et en dehors des espaces médiatiques, et la façon dont il en parlait lorsqu'il avait enfin la possibilité d'être invité au quotidien, et ainsi de suite. La violence que cet être, que je crois profondément bon et engagé, a dû s'infliger pour avoir le droit de participer à ce système, dit beaucoup de celle qui s'appliquera à l'ensemble de la société si on suit cette voie. Et je peux vous assurer que jamais François Ruffin, par exemple, qui serait pour moi le seul espoir comme ça d'une parole un peu alternative, n'aura la possibilité de se présenter de façon à gagner une présidentielle. Il ne donne pas les gages suffisants au pouvoir en cours, au pouvoir en place. Marine Le Pen n'a pas sans raison appelé les Gilets jaunes à respecter les institutions de la Ve République. Marine Le Pen n'a pas sans raison changé sa position sur l'euro de façon à répondre aux demandes de l'élite parisienne. Marine Le Pen n'a pas sans raison, en janvier, prétendu que le Front National n'avait jamais rien eu à voir avec l'antisémitisme et qu'en fait c'était la gauche et ainsi de suite qui était antisémite. Toutes les cases nécessaires au fait d'être adoptées par l'establishment commencent à être cochées. Je pense à fatiguer. Les unes après les autres. Ce qui permet à Marine Le Pen, le 4 décembre 2018, d'avoir droit aux 20h de TF1. Donc le lendemain de l'acte 3, si je me souviens bien, un regard caméra de 3 minutes où elle s'adresse à l'ensemble des Français pour expliquer, en gros, de façon évidemment subliminale, que c'est elle l'alternative à Macron qui est devenue l'incarnation du désordre, là où elle incarnerait l'ordre. Vous ne passez pas aux 20h de TF1 à un moment si critique de l'histoire politique du pays, sans avoir l'accord de Martin Bouygues, ça c'est une évidence, mais éventuellement aussi de l'Élysée. Regardez ce que dit le fils de Buisson sur Le Quotidien il y a 3 jours, j'ai mis sur mon compte Twitter, où il explique, puis son père, qui était conseiller de Sarkozy, il assiste à une réunion avec Martin Bouygues et les patrons de TF1, chez lui, et Martin Bouygues dit au patron de TF1, à l'époque Paulini, écoutez, à partir de maintenant, Buisson est chez lui, à TF1, et vous ferez tout ce qu'il faudra pour faire élire Nicolas Sarkozy. Et cette parole, elle est portée par quelqu'un qui assistait à cette rencontre,
Et elle est d'autant plus crédible, non seulement parce qu'on a bien vu le comportement de TF1 pendant cette période, mais que Xavier Niel lui-même, au moment où il était ennemi de Martin Bouygues, a dit que Martin Bouygues choisissait les politiciens qui avaient accès aux 20 heures de TF1 ou non pour servir ses intérêts, et que j'ai moi-même été reçu avec Aurélie Filippetti pendant la campagne de 2012, en janvier ou février, à la tour de TF1, donc en face de Mons Paolini, une semaine après que Martin Bouygues et François Hollande aient eu un rendez-vous afin de discuter des modalités de coopération qui pourraient venir dans le quinquennat suivant. Ça se passe comme ça. Aurélie Filippetti, qui n'était pas au courant, moi j'étais au courant de la réunion préalable entre Bouygues et Hollande, était morte de trouille, elle ne comprenait pas pourquoi Mons Paolini nous avait convoqués. Moi je savais, du coup je la regardais avec la plombe de celui qui savait qu'on avait été choisi, et qu'à partir de là, Mons Paolini n'était là que pour exécuter la parole du patron, et que le traitement de TF1 serait favorable à François Hollande, tout ça. Est-ce que ça suffit à faire une élection? Non, ça y aide beaucoup. Et vous voyez très bien que Yann Barthès, dans cette vidéo extraordinaire, réagit à ce que lui raconte le fils de Buisson, extrêmement gêné. Il lui dit enfin, c'était une autre époque. Et là, il y a une des chroniqueuses qui surenchère, c'était une autre équipe dirigeante. Et là, le fils de Buisson, très serein, répond c'est toujours le même actionnaire. On va encore prendre peut-être 2-3 rapports de définition. Vous êtes en train déjà de concéder sur ce que sera votre politique étrangère par la suite. Et donc c'est un énorme danger. Moi, la gauche française a très longtemps, une certaine gauche, entretenu des liens incestueux avec des régimes latino-américains ces 15 dernières années qui, par le truchement de financement, lui permettaient d'obtenir une sorte d'assise financière, tout simplement, mais qui en échange faisait que dès que la parole devait être portée sur le Venezuela de Maduro ou autre, ça devenait plus compliqué. Et on se retrouvait en fait à avoir une décrédibilisation de notre parole parce qu'on était dans l'incapacité de critiquer des régimes qui étaient devenus éminemment critiquables parce qu'on était liés en fait de façon par des truchements que l'on ne considère jamais de corruption quand on y participe au départ. C'est juste, on a le même combat, il y en a qui sont au pouvoir, d'autres pas, on s'appuie mutuellement. Juste en écho au propos de Jean-Christophe au début, une soirée peu préparée. Moi je trouve que cette soirée peu préparée est extrêmement efficace. On a abordé l'injustice des imposteurs et l'injustice de ceux dont on se passe et dont on ne devrait pas se passer. Et ça me paraît extrêmement complémentaire. Je disais qu'on revenait tout à fait aux racines de la Révolution française. Les racines de la Révolution française, c'est une parole de Mirabeau qui dit au roi: Sire, lorsqu'on voit où les bonnes têtes ont conduit le royaume, il serait peut-être souhaitable d'essayer les mauvaises. Je crois qu'on a vu ce soir deux mauvaises têtes, mais qui me semblent, et Julien, c'est un lapsus justement, Juan, en prenant la défense de Julian Assange, montre qu'il croit beaucoup à l'individu. Moi, ce qui m'a paru ce soir, c'est que les mauvaises têtes sont parfois des têtes extrêmement bien faites, et que à la fois l'individu et l'éducation sont deux des valeurs qui nous permettront de faire avancer le pays. Et qu'on enchaîne, si vous désirez lire les livres, avec la librairie Jean-Jacques Rousseau. Il y a le livre de Marion Messina, le livre de Juan Branco, et il y a un livre du même éditeur où Marion Messina avait fourni un texte. C'est sur les Gilets jaunes, il y a une quinzaine d'auteurs qui ont fourni des textes, vous verrez, la plupart sont très connus. François Bégodeau en particulier, qui nous rejoindra dans quelques mois. Vous en retrouverez plusieurs. Denis Robert, enfin vous verrez, il n'y a que des textes intéressants et de gens très intéressants. Voilà.